Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 20 de la saison 2 sur le thème de la sexualité et de l'aromantisme. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Aline Laurent-Maillard. Bonjour Aline. Bonjour. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas ? Franchement, pas loin de la même façon que toi. J'appelle du coup Aline Laurent-Maillard. Je suis une femme non-binaire pour être plus exacte. J'ai 34 ans, j'ai eu un petit bébé de 6 mois maintenant. Je suis aussi blanche, mince, issue d'un milieu bourgeois et je suis asexuelle et aromantique. Merci Aline. Est-ce que tu as dit ton métier ou pas du tout ? Et je suis journaliste. Ok. Et est-ce que tu veux dire où t'habites ? Et je suis parisienne. Très bien. Née à Paris, quoi, genre la vraie. Waouh. Ne me jugez pas. Ok. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, en l'occurrence la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va donc discuter de célibat, d'asexualité, d'aromantisme et peut-être d'autres choses. Donc c'est quoi la sexualité et l'aromantisme ? Comment grandir dans une société normée en tant que personne asexuelle ou aromantique, ou les deux ? Est-ce qu'on vit son célibat différemment ? Et son couple, est-ce qu'on le vit différemment si on est asexuel par exemple ? Nous allons nous poser toutes ces questions et bien d'autres avec toi Aline qui a choisi ce thème. Mais d'abord, je vais te poser les questions traditionnelles de Sologamy. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire ? Pour moi, être célibataire, c'est ne pas être engagé dans une relation de type romantique. Je suis en train de réfléchir parce que on peut être dans une relation romantique peut-être en étant célibataire. J'imagine. Enfin, pour moi, j'ai une vision. Je pense, et c'est un des grands sujets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est que on a une vision très normée du couple. En fait, en règle générale, on pense qu'on doit avoir des rapports sexuels, être amoureux, idéalement à partir d'un certain moment vivre ensemble, parce que un couple qui, après 5 ans en couple, vit toujours pas ensemble, les gens trouveraient ça hyper bizarre et pas vraiment un vrai couple. Et donc je me pose la question, voilà, là, tout de suite maintenant, est-ce que on peut avoir des sentiments romantiques avec quelqu'un réciproques et ne pas être en couple ou être célibataire ? Je pense que oui. Il doit y avoir des gens, en tout cas, qui se considèrent comme ça, j'imagine. Donc t'as pas vraiment de définition d'être célibataire ? Bah si, pour moi c'est par la négative comme souvent, c'est ne pas être en couple romantique. Mais du coup là tu me stimules et je pense qu'on peut aussi apporter une réponse par la positive qui serait en fait non, j'en ai pas par la positive parce que si je te dis ça serait l'indépendance oui, mais non, en fait, tu peux être en couple et être indépendante aussi. C'est pas parce que je suis célibataire que je suis indépendante. Donc, honnêtement, c'est juste être pas rentrée dans... Je suis désolée, en fait, ta question, elle me fait partir dans tous les côtés parce que j'y avais même pas réfléchi avant. Et ça crée plein de petits trucs dans mon cerveau là, parce que ça peut être à la fois une identité, comme ça peut être une situation temporaire. Et pour moi, être célibataire, c'est pas du tout la même chose que pour quelqu'un qui le subit ou pour qui c'est un entre-deux relations. Et pour moi, c'est vraiment, j'irais pas dire si je peux le dire. Pour moi, c'est presque une identité, quoi. C'est je suis célibataire, je l'ai choisi, j'en suis fière, je construis ma vie autour de mon célibat, même si c'est tout à fait possible qu'un jour je sois dans une sorte de relation qui ressemblerait à une relation de couple telle qu'on la définit dans notre société à l'heure actuelle, mais c'est pas mon objectif, quoi. Donc d'un certain côté, c'est à la fois ma situation, mon parti, mon identité et aussi un état. Alors, dans quel état je me sens à l'heure actuelle ? Je me sens joyeuse, à l'aise et célibataire. Très bien. Donc, depuis quand es-tu célibataire ? Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie ?
Je suis désolée, c'était hyper brouillon ce début. En plus, Non, ça pas fait du super tout. longtemps que j'ai pas écouté Sologamy parce que, et je vais dire quelque chose d'horrible, mais j'ai écouté les premiers épisodes et après je me suis dit, non, mais en fait, moi j'ai pas besoin d'un podcast sur le célibat parce que je me sens déjà tellement bien dans mon célibat. Moi, je suis célibataire depuis pratiquement toujours, en fait. J'ai été en couple quelques fois. J'ai été en couple en tout 4 fois dans ma vie. La plus longue relation a dû durer 2 mois, je crois. La plus courte a dû durer quelques semaines, en mode genre on se voit 1 à 2 fois par semaine maximum. Donc c'était pas des relations, c'était des relations qui étaient plus ou moins prenantes, mais bon, 4 relations de maximum 2 mois en presque 35 ans, je pense qu'on peut dire que j'ai toujours été célibataire. Est-ce que tu relis bonheur et couple? Non. Je te vois qui te marre, mais non, clairement pas du tout. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai vu autour de moi, enfin, j'ai une grande majorité des amis qui sont en couple et qui sont heureux d'être en couple. Mais je les ai connus aussi célibataires et généralement, et elles étaient aussi heureuses, quoi. Donc, non, je crois pas. En revanche, je crois que la façon dont on voit le couple comme une norme, comme quelque chose qui est nécessaire au bonheur dans notre société, c'est ce regard-là qui pèse, en fait. Et c'est ce que j'ai exploré donc dans le podcast que j'ai créé et qui s'appelle Free From Desire, qui est disponible sur Paradiso Media et qui est gratuit. J'explique en fait à quel point moi toute ma vie je me suis imaginée être en couple, mais d'une façon complètement irrationnelle parce qu'en même temps inconsciemment je me suis aussi pratiquement toujours imaginé avoir des enfants seuls. Donc genre mon cerveau savait que j'étais pas faite pour être en couple et je cherchais pas à être en couple et je bloquais dès que j'avais des possibilités de rouler des pelles ou d'être en couple. Et je trouvais ça hyper cool d'être célibataire, mais je pensais quand même que je finirais en couple et je suis une grande fan de comédies romantiques, comme on peut le voir par derrière moi à l'instant. Marie, tu peux le voir, beaucoup de comédies romantiques en DVD sur mes étagères. Et ce qui finalement a été compliqué pour moi, c'est quand j'ai commencé à sortir de l'adolescence, entrer dans l'âge adulte, et que les gens ont commencé à se soucier du fait que je sois célibataire. Parce que bon, être célibataire au lycée, je le vivais mal, parce que j'avais l'impression d'être en retard et de pas faire les mêmes choses que les autres. Mais ça allait, quoi. Et c'est vraiment quand les gens ont commencé à se mêler de mes affaires que ça commençait à être difficile. Et mais des gens, je pense que n'importe quel célibataire l'a probablement connu, hein, ça allait de les gens avec qui je travaillais pendant une soirée d'hôtesse d'accueil, qui me disaient ah mais t'as pas rencontré la bonne personne, t'es célibataire mais t'as pas rencontré la bonne personne, mais il faut que tu fasses plus d'efforts, il faut que tu arrêtes de croire au prince charmant. Enfin bref, c'est pas aux auditoristes de ce podcast que je vais l'apprendre. Et puis après il y a eu le côté vraiment logistique en fait. Je pense avant de vraiment rentrer dans la communauté queer et d'avoir plus d'informations, j'avais un peu peur en fait de ce que je voyais dans ma vie, qui était que tous mes couples se mettaient en couple et partaient en vacances en amoureux. Et le week-end, quand je leur demandais de faire des trucs, ils me disaient ah bah non, on va voir la belle famille, on va voir si on va. Et en fait, il y avait toujours des trucs qui venaient du fait qu'ils étaient en couple. Et il y a eu un moment, je dirais vers 25, 28 ans, où j'ai un peu commencé à flipper en me disant genre waouh. Mais en fait, juste ma vie maintenant, je vais grave me faire chier parce que tout le monde est en couple et je vais de fait être exclue en fait. Et ça a été un petit coup aussi où je me suis dit, il faut à tout prix que tu te mettes en couple. Genre là, il faut que tu te mettes en couple parce que sinon en fait, tu vas être paumé et ta vie sociale va être difficile. Et en plus, il y avait l'idée, je pense, qui peut être un peu effrayante notamment quand on est asexuel et aromantique, c'est que si tu rattrapes pas le train, si tu rates le train, ça sera trop tard. Et du coup, je me disais, en fait, là, j'ai jamais été en couple. Et si je me mets pas en couple, plus le temps va passer, plus ça va être difficile de mettre en couple. Parce que de toute façon, les gens me disaient, non, mais toi, tu peux pas vivre avec quelqu'un, mais t'as toujours été célibataire. Genre, tu sais pas ce que c'est que de vivre avec quelqu'un. Donc, il y avait d'un côté ça, la peur que moi, j'y arrive plus. Et de l'autre côté, la peur que les autres se disent, ah, bah non, mais red flag, quoi. Cette personne est chelou. Elle a jamais été en couple. En fait, elle veut pas être en couple. Et que du coup, d'être trop célibataire m'empêche après d'être en couple et donc d'aller au week-end entre potes, etc., etc. Et c'est ça qui a créé pour moi, en tout cas, une frustration et le fait d'enchaîner des dates qui ne me rendaient pas heureuse. Et c'était pourri.
Ok. Bah écoute, je comprends. D'ailleurs, dans les derniers épisodes avec Camille, on a exploré les amitiés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est célibataire et que nos amis, justement, sont tous en couple. Donc, comment tu évolues ta santé mentale aujourd'hui ? Moi, je vais très très bien. Franchement, j'ai rarement été aussi bien dans ma vie. Je pense que le fait d'avoir un enfant, ça a pas mal joué aussi. En fait, d'un certain côté, j'ai mis longtemps à accepter que ma vie, en fait, j'étais plus heureuse quand j'étais célibataire, parce que j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était, d'une part, que la sexualité et l'aromantisme, comprendre que ça me concernait, comprendre qu'il y avait plein de personnes qui étaient célibataires et qui étaient heureuses, et ensuite donner aussi En fait, moi, j'avais l'impression pendant longtemps que j'étais un peu dans l'attente, comme plein de personnes évidemment qui sont célibataires, mais je me disais voilà, j'attends de trouver la bonne personne pour avoir un enfant, pour avoir même si dans ma tête, depuis que je suis gamine, je dis si à 30 ans j'ai pas d'enfant, je ferai un enfant toute seule. Genre vraiment, je dis ça depuis que je suis adolescente. Donc je savais très bien, moi il y avait aucun doute dans ma tête que j'aurais un enfant quoi. C'était même pas une question. Mais d'attendre de me dire j'attends quand même de trouver la bonne personne. En fait, t'es toujours dans cette attente. Et le moment où voilà, le fait d'avoir accepté, compris, etc., mon asexualité, mon aromantisme, d'avoir plus fréquenté les milieux queer, d'avoir vu la grande diversité des modèles de vie qu'il pouvait y avoir et des modèles familiaux, et puis aussi de m'être fait des amis qui me ressemblaient plus, enfin, pas nécessairement qui me ressemblaient plus, mais dont le style de vie correspondait plus à mon style de vie. Et pas forcément, par là, je dis pas que j'ai que des amis qui sont célibataires avec des enfants, c'est pas du tout ça, mais en tout cas qui je savais allait me laisser, avec qui je pouvais faire des plans sur le futur. Et ça, c'est hyper important. Par exemple, une des marraines de mon enfant Joe, Ariel, salut Ariel, que tu connais aussi, Marie, elle est en couple et elle veut pas d'enfant. Et ben en fait ça match hyper bien parce que du coup on fait plein de plans ensemble sur ce qu'on fera. Elle me dit quand Joe il sera plus grand, je l'amènerai faire ci, je l'amènerai faire ça. Et en fait d'avoir pu commencer vraiment à passer à l'étape suivante de ma vie, celui que j'attendais quoi, de monter ma famille, de pouvoir la visualiser, tu vois, de pouvoir me dire je vais aller en vacances avec un tel, avec une telle, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça m'a vachement apaisée en fait parce que tout d'un coup j'avais exactement la vie que moi j'avais envie d'avoir et que je me créais comme moi je la voulais. On va voir après ce qu'elle devient réellement, mais en tout cas voilà, de me dire en fait c'est possible, j'ai posé les bases, il y a des bases et il y a des gens pour m'entourer et pour l'instant en tout cas tout se passe très bien. Cool. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière ou pas? J'étais tellement en colère plus jeune, genre dans la vingtaine. Même j'étais en colère pour à peu près tout. Et je pense que beaucoup de ma colère a été liée à ma non-binarité, mon asexualité et mon aromantisme. Et un des trucs qui me rendait vraiment folle, c'était toutes les difficultés que j'avais dans la vie parce que j'étais célibataire. J'étais en colère parce que j'étais célibataire, déjà parce que je me disais que ma vie était moins bien que la vie des autres, parce que je me sentais seule, parce que j'étais célibataire, parce que j'arrivais pas à être en couple. Et pourquoi moi j'arrive pas à être en couple? Et parce que je voyais mes potes qui payaient moins cher pour aller en vacances, qui avaient des appartements plus grands. Et très clairement, c'était une source de colère. Maintenant, je trouve qu'en règle générale, le temps fait généralement son travail. Et j'ai passé, 15 ans de ma vie à être en colère. Et puis, progressivement, la situation du monde n'a pas changé. Mon envie de le changer non plus. Mais, la colère a un peu disparu. Enfin, même carrément disparu. Ou limite du je m'en foutisme quoi, genre j'apprends qu'il y a une guerre, je suis là genre dommage pour eux. C'est un peu horrible à dire, mais genre voilà, pour moi la colère elle a vraiment disparu et je fais des trucs mais genre vraiment je réagis plus aux news. Et pour cette question de la thune, je suis allée voir des psys parce que moi j'avais vraiment un sentiment de déclassement à la fois dans mes choix professionnel, et notamment mon choix d'être journaliste, et qui plus est d'être journaliste spécialiste sur les sujets LGBT, qui quand je me suis lancée, c'était vraiment pas le chemin lucratif, ça l'est toujours pas maintenant, mais en tout cas, il y a un peu plus d'opportunités. Et du coup, je suis allée voir une psy, je suis allée voir,
comment est-ce que j'accepte mon déclassement social. Cela étant dit, je suis aussi consciente que oui, je gagne peu d'argent comparé à d'autres personnes, mais j'ai pas mal de gens en fait qui m'aident. À la fois parce que, comme je disais, je viens d'un milieu plutôt bourgeois, donc je sais que ma mère, par exemple, comme encore une fois, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais comme plein de personnes, mais cette fois-ci qu'elle soit célibataire ou pas, ma mère m'a aidée à acheter un appartement, donc ça a été un truc juste absolument incroyable en termes de sécurité financière. Et puis, je dirais que moi j'ai pas mal d'amis en fait qui m'aident. Enfin, je sais pas, c'est des trucs tout cons, mais par exemple pour mon bébé, bah j'ai reçu plein de trucs, plein de potes qui m'ont prêté, mon cousin qui m'a filé une poussette. Et je dis pas que les gens les offriraient pas à d'autres potes ou les prêteraient pas à d'autres potes, mais je pense qu'en étant célibataire, je deviens un peu prioritaire. Ou alors en vacances, on va plutôt diviser par tête plutôt que par chambre. Ou voilà, je sais qu'autour de moi, il y a quand même pas mal de personnes qui font gaffe à tout ça. Et puis l'autre truc assez dingue, c'est les aides de la CAF aussi. Quand t'es parent célibataire, quand même, ça enlève un gros poids. Alors ça fonctionne bien maintenant. Je pense que quand l'enfant sera plus grand, ça va être plus si le ratio aide-dépense de l'enfant va un peu changer, quoi. Mais là, pour l'instant, ça va. Comment tu vis ta sexualité en célibataire ? T'en parles beaucoup dans ton podcast Free From Desire, mais est-ce que tu peux rapidement donner une idée ? Ouais, en fait, il y a plein de personnes qui sont asexuelles et qui ont une grosse libido. C'est pas mon cas. Même si j'ai appris à me masturber, justement dans l'espoir, quand j'étais en couple, d'apprendre à satisfaire ma partenaire et que du coup on puisse avoir une vie sexuelle et donc on puisse être en couple. Spoiler, on n'a pas besoin d'avoir une vie sexuelle épanouie pour être en couple et heureux. Voilà, du coup j'ai un peu appris à me masturber. Donc maintenant j'ai l'impression d'avoir déclenché un petit peu un truc. De fait, en fait, je fais pratiquement rien. Mais voilà, de temps en temps, je me frotte sur mon matelas, quoi. C'est à peu près l'étendue de ma sexualité. Mais en fait, surtout, ce qui est ouf d'avoir pris le temps de me découvrir, d'avoir fait ça à un moment, cette découverte de la masturbation, à un moment où j'étais prête, parce que je l'ai fait assez tardivement, j'avais pratiquement 30 ans quand je l'ai fait, c'est que je réalise que j'ai pas besoin de me forcer, que je suis très bien en fait sans rien faire, que si j'ai envie, vraiment, je vais faire quelque chose, il y a pas de problème. Et ça, c'est un soulagement. Est-ce que t'es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat ? Pas du tout. Mais alors, mais balèque, mais rien à faire. Vraiment rien à faire. À la limite, je suis plutôt offensée si les gens pensent que je suis en couple, quoi. Genre vraiment, notamment quand je me balade avec ma poussette, tu vois, si je suis avec quelqu'un, notamment masculin, quoi, de genre masculin à côté de moi, et je me dis genre, les gens ils doivent penser qu'on est en couple. Quelle horreur. Trop drôle. Mais c'est même pas que c'est horrible, c'est que c'est tellement loin de qui je suis. Genre vraiment, pour moi, je comprends même pas les gens qui sont en couple. Je sais que c'est pas ton cas parce que toi t'as été en couple et tout, mais genre vraiment, moi j'ai tellement peu été en couple que déjà d'un, ça me semble être des vagues souvenirs lointains. Et je suis là, genre vraiment, c'était moi. Mais en plus, moi, il y a plein de trucs où je dis, mais les gens me racontent leur vie en couple et je suis là, genre, oh, mais oui, bien sûr, vous êtes deux. Enfin, genre, évidemment, par exemple, c'est juste une anecdote, mais je parlais avec une copine de la fameuse deuxième nuit à la maternité. La première nuit, le bébé, il est capoute. Donc, il vient quand même de sortir de son petit ventre, là. Il était trop bien dans notre ventre bien chaud et tout. Et donc, il sort, il est capoute. La deuxième nuit, en revanche, là, il est surex. Et nous, les parents, on est capoute. Et donc voilà, moi j'ai fait comme tous les parents, j'ai fait des rondes dans la maternité pour l'apaiser en espérant trouver la façon, tu vois, de calmer le bébé qui n'arrêtait pas de pleurer. Donc voilà, j'ai marché toute la nuit. Et à un moment, une pote me disait que elle, c'était son mec qui avait fait ça. Et genre, ça m'avait pas traversé l'esprit qu'on pouvait être deux pour faire s'occuper du bébé. Et genre, il y a vraiment eu un moment, j'étais là genre, quoi? Mais vous étiez deux? Mais vous avez eu besoin d'être deux pour vous occuper du bébé? Pas dans le sens où genre c'est trop nul d'être deux pour s'occuper d'un bébé, hein. C'est hyper dur de s'occuper d'un bébé, donc genre il faut le plus de parents possible. Mais ça m'avait juste pas traversé l'esprit qu'on puisse être deux pour faire des bébés, enfin pour s'occuper d'un bébé. Genre juste, c'était là genre mais trop bizarre votre organisation, quoi. Alors on passe au thème du jour, célibat
asexualité, aromantisme. Déjà, est-ce que tu peux dire pourquoi tu as choisi ce thème et est-ce que tu peux définir rapidement asexualité et aromantisme? Ouais. Alors, asexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle pour autrui. Donc, on parle pas d'envie de ken ou de réaction, tu vois, genre une bite en érection ou quoi que ce soit. Hein. On parle vraiment de juste, on ressent pas l'envie d'avoir des rapports sexuels avec autrui. On peut ressentir plein d'autres attractions, mais pas l'attraction sexuelle. Par exemple, l'attraction d'envie d'avoir un câlin, genre des vrais câlins, juste genre un hug ou de toucher quelqu'un. Ou par exemple l'attraction romantique. Et donc là, on arrive à l'aromantisme, qui est le fait de ne pas ressentir ou peu ressentir d'attraction romantique. Et si donc tu m'avais proposé de parler de plusieurs sujets autour du célibat, et moi je t'ai dit que je voulais parler de ça parce qu'on en parle quand même toujours assez peu, même si je suis super contente de voir que les choses bougent pas mal en ce moment. Et je sais notamment qu'il va y avoir un reportage dans lequel je suis qui va être dans un gros magazine papier. Et donc ça, c'est hyper bien parce que jusqu'à présent, on était toujours quand il y avait des papiers sur le web et on n'arrivait jamais dans les magazines en kiosque. Donc je suis hyper contente. Ça va être 2 fois cette année que je parlerai d'asexualité dans des magazines papier. Donc super. Mais voilà, ça reste le tout début. Et surtout, à chaque fois, voilà, on en parle assez rapidement, sans rentrer vraiment dans les détails. Et on parle jamais pratiquement d'aromantisme. Et quand on parle d'asexualité, c'est très souvent pour se demander comment on est asexuel en couple. Et vraiment, déjà, le fait d'allier les deux, asexualité et aromantisme, ce qui est quand même, les statistiques en tout cas, les études qui ont été faites au sein de la communauté asexuelle, donc il y a forcément un biais, mais il y a beaucoup de personnes qui sont les deux à la fois. Et qu'est-ce que je disais ? Donc oui, on en parle peu du mix asexualité aromantisme et on parle peu du tabou que c'est d'être célibataire pour la vie quand les gens ont choisi ça quoi. Et voilà. Donc on l'a déjà dit, tu as créé un podcast indispensable à ce sujet qui s'appelle Free From Desire, comment la sexualité m'a libérée, qui est produit par Paradiso Media et qui a été diffusé en 2021, que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes habituelles. Donc c'est 8 épisodes d'une 20aine de minutes chacun sur différents thèmes qui retracent en gros ta vie, ta vie sous l'angle de la sexualité. Moi, la question que je me pose, c'est comment ce projet est né dans ta tête et comment t'as fait pour le concrétiser, comment ça s'est passé en fait? Bah exactement, en fait, la même raison qui m'ont poussé à te proposer ce thème pour cet épisode, parce que jusque récemment, il y avait vraiment rien comme contenu sur la sexualité, ou alors c'était des contenus qui étaient souvent tout pétés. On en a un peu parlé avant de commencer le podcast, mais c'est genre des émissions c'est ma vie, non, je sais plus comment elle s'appelle, l'émission à la télé avec des psys qui te disent oh là là, ils doivent être malheureux, ou alors des articles où les informations sont littéralement fausses, genre les gens ils mettaient asexué au lieu de asexuel, ce qui n'a rien à voir. Asexué, c'est que tu n'as pas de sexe. Tous les êtres humains, ont des sexes, donc il n'y a pas d'être humain qui est asexué, juste ça n'existe pas. Et voilà. Et donc du coup, il y avait très peu d'informations. Moi, j'avais vachement galéré, et c'est ce que j'explique dans le podcast, à d'abord savoir que la sexualité existait, parce que je l'ai découvert, je devais avoir 25 ans. Ensuite, à l'accepter, parce qu'il s'est passé de très nombreuses années où je tournais autour du pot. Et je me doutais que je l'étais. Enfin, au fond de moi, je le savais, mais j'étais pas prête à assumer. Parce que, déjà, il y avait un manque d'informations. Et je suis pas trop le genre de personne à aller sur des forums. Donc, du coup, j'étais pas trop allée dans ce genre de communauté. Et donc, j'avais pas trop lu ces informations-là. Peut-être que j'étais pas prête aussi, tout simplement, pour avoir ces informations-là. Parce qu'en fait, foncièrement, je manquais tellement de modèles de personnes qui étaient asexuelles et heureuses. Et en fait, j'étais terrorisée que si j'étais asexuelle, plus personne ne voudrait être en couple avec moi. Parce que je ne savais pas qu'il y avait des couples qui n'avaient pas de rapport sexuel, ou que le ciment du couple, ce n'était pas la sexualité. Et après, une fois que j'ai accepté d'être asexuelle,
ça a plus ou moins été le moment où je commençais vraiment à avoir marre d'aller à des rencarts. Parce que en plus, il y avait rien qui se passait. Enfin, déjà, je pense que pour n'importe quelle personne qui a du désir sexuel et de l'attirance romantique, c'est relou les rencarts. Mais alors, quand en plus tu les vis pas, moi à chaque fois j'y allais, je me dis mais comment je vais savoir si cette personne me plaît? Et plutôt que de me dire en fait si tu ressens rien, c'est que c'est pas la bonne personne, je me disais mais comment je vais faire? Puisque moi j'ai ce petit handicap de pas ressentir les choses aussi vivement que les autres, comment je vais faire pour savoir? Et donc voilà, je pense que le moment où j'ai commencé à en avoir marre et que je réalisais qu'en fait ma vie était plutôt pas mal, et je me suis dit bon au pire si je dis publiquement que je suis asexuelle et que les gens le sachent et que du coup je suis plus jamais en couple, c'est pas trop grave. Allez, on prend le risque. Et il y a eu un peu ce moment où je me suis dit genre ok, tu peux prendre le risque maintenant potentiellement de pas être en couple parce que je me sens mieux, parce que je suis dans des communautés queer, parce que ma vie elle est sympa, parce que tout ça. Et c'est que une fois en fait que j'ai fait ce deuil de la vie en couple, que j'ai réalisé un jour, mais pour le coup, la réalisation de la sexualité, ça a pris du temps, et la réalisation de mon aromantisme, ça a été immédiat. Au fond, ça a pas vraiment changé ma vie de réaliser que j'étais aromantique, parce que j'avais déjà, en fait, adapté ma vie à mon aromantisme, en fait. Donc ça a rien changé, à part que, je peux en parler maintenant, parce que, genre, j'ai un mot pour le dire, et je peux un peu plus faire mon travail de journaliste sur ce sujet, et d'autre part il y a quand même un soulagement en fait de savoir que je suis pas la seule en fait à juste pas réussir à je mets plein de guillemets à toutes les expressions que j'utilise là, mais tomber amoureuse, puisque c'est un gros sujet que j'aborde dans le podcast, mais en fait on tombe très rarement amoureuse, on décide d'être amoureuse dans la très très grande majorité des cas. Et donc après, ça s'est passé comment pour Paradiso Media concrètement? Concrètement, alors je suis partie très très loin de ta question initiale. En fait, du coup, ça fait dès le moment où j'ai un peu réalisé que j'étais asexuelle, j'ai essayé de pitcher des sujets. Parce que je me suis dit, moi, en fait, par curiosité, j'avais envie d'en savoir plus, et je me disais aussi, les gens ont besoin de savoir. Et il y avait pas beaucoup de médias qui me prenaient mes sujets, voire pas du tout. Et je me suis dit peut-être que les podcasts ça passerait mieux. J'avais déjà fait un podcast avant. Je me suis dit allez on va tenter les podcasts, et là j'ai contacté Paradiso et je leur avais proposé un petit podcast un peu pour donner la voix à d'autres personnes asexuelles. Et en fait ils étaient tellement chauds, ils ont fait genre non en fait on fait pas ça. En fait on va faire un truc 3 fois plus ambitieux, 4 fois plus long, et tu vas nous raconter ta vie, et on va faire ci, et on a fini par faire un truc qui m'a pris un temps incroyable, avec une énorme équipe derrière, et c'était hyper cool. Moi aussi, comme question, je me pose, ça t'a apporté quoi la sortie du podcast? Est-ce que t'as eu des retours? Je sais que oui. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ce travail? J'ai franchement rarement été aussi fière de quelque chose. Après c'est pas du tout un travail perso, comme je disais, il y avait une énorme équipe, big up à Suzanne Collin, notamment ma productrice, qui m'a poussée de vraiment à aller à creuser énormément, et je suis hyper fière du travail qu'on a fait tout ensemble, et ça c'est déjà je suis hyper fière de ce qu'on a fait, je trouve ça canon, mais ce qui me fait plaisir à la fois journalistiquement et en termes professionnels, j'ai l'impression d'avoir fait des choses nouvelles, et ça c'est hyper cool, mais ce qui me fait aussi super plaisir, c'est de voir la réception de ce qui s'est passé, de voir le nombre de gens en fait qui m'ont écrit. Bon là ça se calme un petit peu parce qu'il est sorti il y a 6 mois maintenant, peut-être pas 6 mois mais pas loin, mais quand il est sorti, je recevais des messages, mais tous les jours je recevais des messages des gens qui soit me disaient merci, c'est exactement ce que j'ai vécu, ça fait du bien de parler de la sexualité, et d'autres qui me disaient je mets un mot pour la première fois. Donc il y avait à la fois le bien que je faisais, ou plutôt que le podcast faisait, aux personnes qui se savaient concernées, et celles qui se savaient pas concernées, et toutes celles qui du coup m'ont dit j'ai appris des choses, ça va m'aider pour ma sœur, mon mec, ma cousine. Enfin genre vraiment il y avait ce sentiment que pour la première fois en France on avait une plateforme pour creuser ce sujet qui n'avait jamais été creusé auparavant. Et de pouvoir rentrer dans des détails. Jusqu'à présent, vraiment, à chaque fois que je proposais des sujets, on me disait non, en fait, tu vas nous faire une présentation de la sexualité. Et c'est tout ce qu'on avait. Et donc, c'était hyper cool de pouvoir vraiment creuser, mettre de l'intime, avoir plusieurs témoignages. On a parlé un petit peu de sexualité, mais j'ai interviewé 4 personnes sur leur rapport à leur sexualité.
Et ça, pratiquement personne ne l'avait jamais fait, quoi. Enfin, je crois. En tout cas, pas dans cette intimité et dans ce détail. Et donc voilà, donc ça, j'étais hyper contente. Et puis j'étais aussi hyper contente que il y a eu, si tu veux, un engouement par la presse assez ouf pour un podcast d'une nobody, quoi. Et tu n'es pas une nobody, mais d'accord. Non, mais enfin à la base si. Je suis maintenant, je commence à être un peu connue par mon travail, mais à la base, je veux dire, ok, il y a les journalistes queer qui me connaissaient, mais en dehors du milieu queer, il y avait pas grand monde qui me connaissait. Et je veux dire, il y a des stars qui font des podcasts, des artistes et qui ont moins de retours presque que mon podcast. Et même Paradiso, on était là genre ouais, on s'attendait à avoir de la presse, mais juste pas du tout à ce point-là. Et en même temps, j'ai un peu les boules parce que bon, ça faisait longtemps que je pitchais des sujets sur la sexualité et j'en faisais rien. Et maintenant, je vois des super sujets qui se font. Il y a eu par exemple un article dans Libé, là il va y en avoir un dans Télérama, et genre je suis trop contente de savoir que voilà, il y a des dossiers dans des gros magazines comme ça ou des gros journaux comme ça. Et en même temps, j'ai un peu les boules que moi j'ai jamais réussi à les vendre. Donc je suis genre super contente d'être interviewée et que d'autres personnes surtout soient interviewées. Je suis super contente. À un moment, on était que 3 à parler de la sexualité, quoi. Genre vraiment, c'était genre on se connaissait, quoi. Dans les médias, on était que 3 à oser en parler publiquement, être interviewés. Et maintenant, je vois qu'il y en a beaucoup plus et qui n'ont pas peur d'être pris en photo. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc ça, je suis super contente de voir le renouveau des visages. Et donc ça, c'est assez incroyable. Et je sais très bien que c'est quand même en grande partie parce qu'on a fait le podcast et que du coup, on a eu des articles qu'on a fait. On a fait tout, quoi. On a fait Combini, tous les gros médias. Et voilà, après, c'est une bulle, en fait. Dès qu'on commence un peu à mettre le pied, plus il y a de journalistes qui voient le sujet, plus il y a de journalistes qui s'y intéressent. Et tout d'un coup, tu te trouves avec une vague d'articles sur le sujet qui sont globalement très bien faits maintenant, en fait. Et c'est ça aussi la différence, mais c'est aussi parce que la communauté asexuelle et aromantique, même si les gens sont surtout intéressés à la sexualité, encore une fois, maintenant elle commence à être bien organisée et bien éduquée. Et il y a des livres qui sont sortis, en fait. Il y a pas mal de livres qui sont sortis. Certains, pas mal. Sorry, attends, mais je m'emballe à un niveau incroyable. Il y a genre 7 livres qui sont sortis à peu près, donc c'est rien du tout. Mais voilà, il y a Loveless de Alice Oseman qui est un livre de roman qui vient de sortir en France. Il y a le magnifique livre de Angela Chen qui n'est pas traduit, qui s'appelle Ace et qui est c'est une tuerie. Enfin, genre vraiment, j'ai lu ça, j'ai dit genre mais ça sert à quoi de faire un podcast, quoi. Juste tout a été dit. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses quand même qui commencent à être faites et qui nous permettent d'être plus éduqués. Et puis il y a votre livre que j'ai dans la main. Donc oui. Tu as aussi écrit un livre avec Marie Zafimi, Marie qui était l'invitée du premier épisode de Sologamy sur le thème de célibat et Covid. Oui. Mais non. Fait. Oui. Tu l'as même pas. Mais il y a pas son nom de famille, donc. Si, il y a son nom de famille. Si, c'est Marie Zafimi. Mais pourtant, je suis sûre de l'avoir écouté. Bah, tu l'as écouté, mais peut-être qu'à l'époque, tu connaissais pas Marie ou je sais pas. On se connaissait, mais on se connaissait pas très bien, donc c'est possible effectivement que j'ai pas reconnu sa voix ou j'ai pas tilté ou trop drôle. Voilà, donc maintenant j'ai les 2 autrices du livre Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus dans le podcast Sologamy, donc qui a été écrit par Aline Laurent-Maillard et Marie Zafimi, aux éditions Buchet-Chastel. Donc il y a quelques mois, il a été édité. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre ? Oui. Ah, j'adore parce que Marie fait comme à la télé, quoi. Tu es là en train de présenter le livre, tu le tournes. Oui, tout à fait. C'est un livre violet, comme tous les livres sur le genre et le féminisme le sont à l'heure actuelle, et je pense que c'est tout à fait normal. En fait, ça a été une commande. Un éditeur qui s'est approché de Marie et parce qu'il voulait faire un livre qui expliquait le genre aux boomers qui étaient un peu perdus, comme lui, même s'il n'aimerait pas qu'on le traite de boomer. Enfin, pour moi, c'est un terme objectif, mais bon, genre, il est réellement boomer, quoi. Il est né pendant le baby boom. Et en fait, voilà, donc Marie a fait appel à moi pour qu'on ait un peu les deux perspectives différentes. Marie qui a notamment un regard très intersectionnel vu qu'elle est malgache, franco-malgache.
ou je sais plus si elle est genre 100% ou d'origine malgache. D'origine malgache, voilà. Et qui est cis hétéro, etc. Et moi qui à l'inverse suis queer et blanche, comme je le disais. Donc ça a apporté deux regards différents. Et ce que j'ai en fait adoré avec ce livre, c'est que j'étais pas lesbienne et j'étais pas bi, même si j'ai été en couple avec des femmes, et dans la pratique, quand je suis en couple ou en tout cas en relation, je suis plutôt avec des personnes non binaires ou des femmes. C'est que ça permettait d'approcher vraiment le sujet du genre et des relations entre hommes et femmes notamment, avec un autre regard, parce que, et c'est tout à fait normal et c'est hyper cool, on voit pas mal d'autoristes qui sont gays, lesbiens, bi, enfin surtout gays et lesbiens, et ça apporte un regard qui est hyper important. Mais en fait, on n'entend pratiquement jamais parler de personnes asexuelles. Genre, il y a peu de personnes asexuelles, je veux dire, qui font des choses en dehors de la sexualité. Or forcément, nous, ça teinte un peu tout notre travail, comme en fait toutes les identités de genre, toutes les identités tout court, toutes les orientations, toutes les situations. Et je trouve que ça apporte un regard un peu critique sur la sexualité, sur le couple, sur plein de choses. Et donc voilà, j'étais contente de pouvoir infuser un petit peu mon regard sur ça et de questionner un peu ça. Et par exemple, même si c'est de moins en moins le cas, mais je pense que quelqu'un s'il y avait eu que des homos ou des hétéros qui avaient écrit ce livre, peut-être qu'ils auraient pas autant intégré les personnes asexuelles dans le bouquin. Et nous, on a toujours fait attention à jamais dire juste l'hétéro et l'homosexualité, mais à toujours dire, quand il fallait tout citer, l'hétéro, la bi, l'homosexualité et la sexualité, quoi. Et je pense que c'est hyper important, en fait, au-delà de faire des choses sur la sexualité, d'intégrer la sexualité comme une des orientations sexuelles ou romantiques dans le quotidien, quoi. Juste que ça devienne, en fait, une sorte de normalité, parce que c'en est une, en fait. C'est pas du tout anecdotique, en fait. Et de plus en plus, on commence à se demander s'il y aurait pas autant de personnes asexuelles et aromantiques que de personnes homosexuelles ou homoromantiques ou biromantiques. Les chiffres, en fait, sont juste dingues et n'arrêtent pas d'évoluer, parce qu'une fois que tu découvert que c'était possible, t'es beaucoup plus amené, en fait, t'es beaucoup plus à même de te dire, ah ouais, en fait, peut-être que je suis pas hétéro. Parce qu'il y a énormément de personnes asexuelles et aromantiques qui pensent être hétéros ou homo, parce ça leur a pas traversé l'esprit que c'était une possibilité de ne pas ressentir de désir sexuel ou d'attraction romantique. Et donc, du coup, tout d'un coup, voilà, on voit que y a de plus en plus de personnes qui se réveillent là maintenant, et que les chiffres qu'on avait, qui étaient globalement de 1% de la population, en fait, sont potentiellement complètement très, très en deçà de la réalité. Donc, je redis le titre du livre, vu que je suis à la télé. Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus, aux éditions Bûcher-Chastel. Comme on est dans le podcast Sologamie, je veux te demander, est-ce que ça change quelque chose pour toi d'être célibataire ou en couple en tant que personne asexuelle et aromantique? Mais en fait, tu l'as déjà répondu, pour toi, c'est plutôt le célibat qui te convient, quoi. Oui, et je pense que c'est effectivement, en règle générale, je pense que les personnes qui sont à la fois asexuelles et aromantiques sont plutôt à l'aise dans le célibat. Parce que bon, et en fait, on peut aussi se demander, c'est quoi être en couple si on n'a pas de sentiments romantiques? Est-ce que c'est, du coup, être en couple tel qu'on le définit à l'heure actuelle? Après, avant de réaliser que j'étais aromantique, où je me disais, non mais ça va arriver. Bon là, t'as passé la trentaine, mais un jour, ça va arriver, t'auras un crush, quoi. Genre vraiment, un jour, t'auras un crush. Je pense qu'à ce moment-là, effectivement, j'étais plus dans une approche de comment être asexuelle et être en couple. Ou avoir des relations qui ne se limitent pas à une amitié platonique. Enfin, c'est toujours difficile de parler de tous ces sujets, parce que pour moi, les cadres qu'on a, les mots qu'on a sont vachement limitatifs, et je parle pas mal dans le podcast d'une relation que j'ai eue avec un ami queer. On était un peu des friends with benefits, mais les benefits, c'était pas vraiment du cul, mais c'était pas non plus une amitié comme je pouvais en avoir avec d'autres, tu vois. Pour moi, c'était un autre type d'amitié dans laquelle on pouvait passer du temps nu à se faire des câlins et parfois à s'engager dans des actes qui étaient sexuels. Mais en plus de ça, je veux dire, c'est quoi la définition des actes sexuels ? Moi, je trouve que embrasser quelqu'un,
genre rouler des pelles si on veut entre guillemets, tu vois, moi c'est quelqu'un sur la bouche quoi, pas juste un smack. Pour moi c'est quelque chose de sexuel. Enfin moi je vois des gens qui se roulent les pelles à une terrasse de restaurant, je suis hyper gênée. Pour moi j'ai l'impression de voir des gens qui ont des rapports sexuels à table, tu vois. Donc il y a voilà, enfin tu vois, genre c'est hyper difficile de dire bah c'est quoi le sexe, c'est quoi l'amitié, c'est quoi le couple, et on voit pas mal dans les relations notamment chez les personnes asexuelles et romantiques, mais pas que. Et je pense que ça a déjà dû venir dans Sologamie, même si j'ai pas écouté tous les podcasts, je suis sûre que vous en avez parlé, des relations amicales plus entre guillemets, tu vois, où il y a des amis qui se marient, qui emménagent ensemble, qui vivent ensemble. Bon, moi personnellement, c'est pas mon délire. Je me dis pas, hein, peut-être qu'un jour je rencontrerai une personne avec qui j'aurais envie de vivre, mais moi je suis très bien dans mon appartement. En revanche, j'aime bien l'idée de vivre plus en communauté. Je suis pas un ours, quoi. Je peux passer des journées seule, mais au bout d'un moment, j'ai besoin de liens sociaux. Et donc là, je sais qu'un de mes plans en ce moment, on va voir s'il aboutit, c'est d'acheter une maison avec ma sœur et son mec. Et qu'on se diviserait en deux, comme ça on partagerait en gros le jardin et la buanderie quoi. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment l'idée, c'est qu'on ait chacun notre espace personnel, mais qu'en même temps nos enfants puissent jouer ensemble et qu'on puisse s'entraider. Et il y a aussi vachement de ça, parce que je pense qu'on n'est pas du tout fait pour vivre seul, et que maintenant qu'on vit en ville, forcément on vit de façon plus éloignée, et qu'on a un peu perdu le côté entraide villageois. Et ça, c'est pas non plus quelque chose qui me bat. Ouais, on a fait un épisode sur l'habitat justement avec Charlène l'année dernière. Et c'est trop intéressant de parler de ça. On est beaucoup de célibataires à vouloir vivre comme ça en communauté. Et il faut construire cette communauté, c'est un sacré défi. Mais ouais, je me demande si je l'avais pas écouté cet épisode. Mais moi, il y a un truc qui m'embête un petit peu avec ça, c'est qu'à chaque fois que j'en entends parler, c'est quelque chose de voulu par les gens. Ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes qui cherchent à vivre avec d'autres célibataires, ou par exemple, là, je suis dans un groupe aussi de parents célibataires queer, et du coup, c'est des parents, du coup, surtout des mères qui cherchent à partir en vacances ensemble, à s'organiser des vacances ensemble, mais qui se connaissent pas en amont. Et ça me convient pas non plus, tu vois. Moi, j'ai besoin que ça soit un truc organique, et du coup, c'est encore plus difficile, en fait, d'un certain côté, tu vois. Et je sais que j'avais réfléchi à la coparentalité pour avoir mon enfant, et en fait, pareil, j'avais juste pas la patience de faire tout le travail de dating pour trouver les bonnes personnes avec qui j'avais envie d'être. Et donc du coup voilà, j'avais un ami avec qui ça pouvait le faire, donc on a essayé jusqu'à ce qu'on décide que finalement on le faisait pas, parce que lui finalement s'est dit en fait ça serait bien de trouver un partenaire avant d'avoir un enfant plutôt que d'avoir un enfant célibataire, alors que c'était son plan à la base, et c'était comme ça que ses parents l'avaient conçu, lui, qui était du coup le fils d'un mec gay célibataire et d'une lesbienne célibataire. Mais voilà, j'avais pas le courage de faire les petites annonces et de regarder, parce que faut du temps. Enfin, tu vois, même pour habiter avec des gens, pour faire un projet, moi j'aurais besoin de vraiment, si c'est vraiment collectif, tu vois, de vraiment apprendre à connaître ces personnes. Bon après, si c'est juste genre on a un immeuble et il y a plein de célibataires et parfois on se voit une fois par mois pour faire une fête des voisins, c'est autre chose en fait. Tout dépend le niveau d'investissement, mais pour l'instant ça nécessite en gros de se réunir, de trouver un logement ensemble, de l'acheter ensemble. Donc c'est tout de suite hyper lourd en fait, parce qu'on manque de structure. Mais ouais, moi je suis à fond sur ces idées, quoi, que dans le futur on puisse avoir des immeubles qui soient là avec des gens qui sont motivés par l'envie de s'entraider, avec plein de figures familiales différentes, quoi. Grave. Donc aujourd'hui tu es parent d'un enfant, donc tu es parent célibataire, asexuel et aromantique. Ça représente quoi pour toi cette famille par rapport à ton identité et ton parcours ? Tu as dit que tu étais déjà très heureuse. Ça me semble assez normal. En fait, c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure. En fait, je conçois pas vraiment de l'avoir autre chose. En fait, on s'habitue tellement vite à sa propre vie. Et même, ça m'est arrivé, encore un exemple débile, hein, mais quand je faisais mon suivi de grossesse et que je voyais des gens qui étaient à 2 dans la salle d'attente, j'étais genre, il y a des moments où j'étais genre, ah, mais oui! Ils sont 2 à avoir un enfant. Et en fait, tu vois, genre vraiment hyper rapidement, en fait, ça me semble tellement naturel que pour avoir un enfant, tu dois te faire inséminer, quoi.
et que t'es seule dans la salle d'attente. Et que, en fait, pour moi, c'est juste, comme c'est la façon dont je le vis, bah, ça me semble hyper naturel. Et puis même si j'ai eu une phase assez longue où je pensais que ma vie serait mieux si elle ressemblait pas à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui, inconsciemment, en fait, j'ai toujours su que j'allais en arriver là. Et ça a vraiment été avec moi depuis hyper longtemps, que je me projette en tant parent célibataire. Et donc, ça me semble plus être la continuation logique de ma vie, en fait. Donc, ouais, ça me semble normal. C'est comme les gens qui me disent t'es courageux. Je suis genre, non, littéralement, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Genre, j'ai rien à perdre. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai juste rien à perdre. Je fais juste ce que j'ai envie de faire et ce qui me va et qui me permet d'être heureuse. C'est pas... Ouais, j'aime pas quand les gens me disent que je suis courageuse. Genre, what? Je crois que j'ai lu une fois un article où tu disais ça, j'étais là genre, ouais! Genre, t'es courageuse de marcher, t'es courageuse de porter plainte. Je fais, mais en fait, ça devrait être juste des choses qu'on peut faire. C'est ça, enfin, genre, c'est pas parce que vous, ça vous fait peur que nous, ça doit nous faire... Enfin, si nous, ça nous fait pas peur, nous, ça nous semble normal, c'est pas du courage. Ouais, quoi. puis ça renvoie au danger, ça renvoie au fait qu'en tant que femme ou personne minorisée, on doit être en danger, quoi. Ouais, enfin, c'est exactement ça. C'est flippant. Bah, je me rappelle, c'est pas du tout le sujet de cet épisode, mais les premiers voyages que j'ai fait toute seule quand j'avais, je sais pas, 23 ans, et notamment quand je suis partie au Moyen-Orient toute seule et j'ai fini par y vivre, les gens me disaient « Ah, t'es courageuse !» Et j'étais là genre « De quoi de partir en vacances ?» De vivre ma meilleure vie. Genre vraiment, vous réalisez ce que vous êtes en train de dire? Genre juste, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai de l'argent pour voyager, je voyage. Genre... C'est quoi j'ai rien à perdre, c'est pas dangereux, je sais pas, enfin pour moi le courage c'est de faire un truc que t'as pas envie de faire parce qu'il faut que tu le fasses, mais voilà, si tu fais un truc que t'as envie de faire et c'est pas du courage quoi. On arrive à la fin de l'épisode. J'aime bien demander à mes invités comment est-ce qu'on se connaît. Moi, je sais comment je te connais, mais ça se trouve, toi, tu me connais différemment parce qu'en fait, j'ai appris que tu me connaissais, mais je savais pas que tu me connaissais. Donc, comment on se connaît, Aline? Bah, on est toutes les deux journalistes féministes. Et alors, il y a plein de journalistes féministes qu'on connaît pas? Non, ouais, bien sûr. D'ailleurs, souvent, je me dis genre, waouh, c'est dingue, j'ai l'impression de connaître tous les journalistes féministes, mais en fait, il y en a plein qui sont pas dans le milieu des journalistes féministes. Mais toi, tu fais un peu partie du milieu. Enfin, je sais que, si je me trompe pas, t'as Prenons la Une, tu connais plein de personnes que je connais. Voilà, j'ai juste ton nom est arrivé dans mes conversations un nombre de fois incroyable. Donc, ah juste, bon? Mais ouais. Ah, donc c'est pas genre, mais ça peut être sur les réseaux sociaux par exemple, tu vois. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai vu ce que tu faisais. Et j'ai suivi aussi ton. T'appelles pas ça randonnée, t'appelles ça Mon Survivor Tour. Ouais, voilà. Mais je te suis sur les réseaux, mais à la base c'est surtout parce que d'autres journalistes m'avaient parlé de ton travail et t'étais sur YouTube avant, non? Et pas un truc ouais, j'avais fait des vidéos. Voilà. Et je me rappelle du coup avoir entendu parler de toi, je crois, pour la première fois quand tu faisais ce projet avec des amis qui me disaient mais elle est journaliste, elle fait du YouTube, mais est-ce que c'est un bon choix journalistique? Et j'étais là genre bah je sais pas, on fait ce qu'on veut quoi. Je vous renvoie à mes magnifiques vidéos YouTube. Je vais mettre le lien puisque je n'en parle jamais. Alors pour finir, tu m'as pas dit du coup toi comment tu me connaissais. Je le dis pas, sauf si on me demande. Bah moi je sais pas, je me rappelle jamais. Je pense que j'ai suivi ton travail. Après tu vas me dire. Tu te dis qu'avant les médias prenaient pas tes sujets sur la sexualité, mais je savais que t'étais asexuelle bien avant que tu fasses le podcast, donc il y avait quand même un discours. T'étais quand même connue dans le milieu pour ça. Oui, parce que en fait, c'est facilement identifiable quand t'es la seule à faire quelque chose, quoi. Mm. Et de fait, je suis... alors, plus maintenant, je sais qu'il y a une autre journaliste asexuelle qui est ouvertement asexuelle et qui a témoigné une fois dans un appel à témoignage. Sarah Andress, qui fait la newsletter Lisbeth. Mais effectivement, avant, j'étais la seule journaliste qui en parlait. J'étais la seule journaliste qui faisait des sujets sur la sexualité. Alors, j'en vendais... pas du tout autant que je voulais et autant que je proposais, mais effectivement ça m'est arrivé d'en faire quelques-uns, donc de fait ça a dénoté. Et puis surtout il y a eu ce moment où j'ai commencé à en parler publiquement sur les réseaux et à dire que j'étais asexuelle, et ça a été un petit moment de flip quoi. J'ai vraiment eu peur d'être mise sur le banc de
partout, quoi, de la communauté hétéro, de la communauté homo. J'étais genre, oh mon Dieu, plus personne va vouloir de moi dans aucune des communautés. Je suis pas assez sexuelle pour les homos. On va me dire que c'est pas ma place, je suis pas lesbienne. J'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ah, t'es pas lesbienne. Ok, très bien. Bref, on se connaît depuis pas longtemps, je pense quand même. Ouais. Quelques années, peut-être. Ouais. Dernière question, vraiment, je sais qu'il y a une partie des choses qui sont secrètes, mais est-ce que tu veux parler de tes prochains projets ou tu veux donner un conseil aux auditeuristes de Sologamy? Bref, c'est ta question, qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai des projets hyper cool. Je sais pas à quel point je peux en parler. Donc juste, j'ai des projets cool où je vais parler pas mal, un peu de tous les sujets que j'ai abordés là, mais en plus poussé. Je vais parler aussi de masculinité dans les. J'ai des projets jusqu'à 2023, donc voilà, suivez-moi sur les réseaux. Oui, on mettra tes liens. Et sinon, un conseil. Je dirais toujours, mais de toute façon, c'est ce que les gens font déjà en écoutant Sologamy, en fait, c'est de pas avoir peur de se créer de se renseigner et de voir qu'il y a plein de modèles différents de bonheur et de créer leur propre modèle. Et moi, j'ai mon modèle de parent non binaire, asexuel, aromantique, qui est entouré d'amis et qui est très proche de sa famille. Et c'est une certaine façon de vivre ma situation, mais il y en a, tu vois, par don de sperme, etc. Mais il y aurait plein d'autres façons, en fait, d'être asexuel, plein d'autres façons d'être aromantique, plein d'autres façons d'être parent célibataire, plein d'autres façons d'être plein de choses. Et moi, ce que je vois en faisant mon travail notamment sur la sexualité et l'aromantisme et le couple, c'est que il y a tellement de choses à imaginer. C'est ce que tu disais, hein, l'amitié, les colocs, avoir des enfants, pas avoir d'enfants, être des parrains et des marraines hyper investis. Enfin, il y a tellement de façons, en fait, de vivre sa vie et je suis super contente parce que c'est aussi une autre partie de mon travail, c'est la représentation dans les films et les séries télé. Et je suis super contente de voir qu'il y a de plus en plus de modèles. Et je pense que c'est que le début. Et de ce que je vois, en tout cas, on va avoir de plus en plus de modèles dans les séries de célibataires épanouis, de gens qui vivent un peu différemment. Hein, et ça, c'est hyper cool. Voilà. Merci Aline. Donc je rappelle le nom de ton livre avec Maryse Afumei qui s'appelle Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus et le nom de ton podcast qui s'appelle Free from Desire. Et en plus, il y a la chanson, il y a la musique dans le podcast, donc c'est un plaisir à chaque fois. Voilà, on arrête de discuter pour aujourd'hui après ce long épisode passionnant. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez dans la sexualité ou dans l'aromantisme ? Est-ce que vous connaissiez le travail d'Aline Laurent-Maillard avant cet épisode ? Est-ce qu'il vous a donné envie de découvrir ces productions ? Est-ce que si vous êtes asexuel ou aromantique, vous vous projetez davantage dans le couple ou bien dans le célibat ? Bref, vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert-FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez suivre Sologamy sur les réseaux sociaux, Sologamy Podcast sur Instagram et Sologamy tout court sur Twitter et Facebook. Si vous avez aimé ce 20e épisode et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite à lui mettre le maximum d'étoiles et à le commenter sur votre application habituelle. C'est désormais possible sur Spotify par exemple. Et enfin, vous pouvez participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail en donnant 1 €, 2 € ou 5 € par mois à mon Tipeee. Vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Emery, Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons mensuels. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles le 3e mercredi de chaque mois. Oui, ma newsletter reprend ce mois-ci, alors c'est le moment de vous abonner. Je mets le lien d'inscription dans les notes du podcast. C'est gratuit et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente. Aline, au revoir. Au revoir. Just like the water falling from the sky.
waiting